Bonjour, ici Danielle Perrault. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'écoute de soi. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler de la communication bienveillante avec un spécialiste de la question que je vous présente. C'est un collègue, psychologue, Stéphane Mignot. Bonjour Stéphane. Bonjour Daniel. Je suis très heureuse. Stéphane, c'est un psychologue qui fait de la psychothérapie, qui est un conférencier, un formateur, un superviseur. Il a collaboré à plusieurs publications sur la fibromyalgie. Il s'intéresse à tous les aspects qui favorisent une bonne santé mentale. Spécialisé pas mal dans les thérapies brèves, à ce que je peux voir. Je pourrais les nommer, mais je pense qu'il y a plein de EMT, EFT, IMO, mais je pense que ça ne va pas dire grand-chose aux gens. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que ces thérapies brèves-là utilisent et interviennent sur les circuits neuronaux, ce qui nous donne des réponses assez formidables, finalement, pour résoudre des conflits, des problèmes internes. C'est vraiment fascinant. Alors aujourd'hui, puis aussi qui s'intéresse également à la nutrition, parce qu'il donne aussi des conférences sur la nutrition, avec une nutritionniste d'ailleurs, hein, je pense. Exactement, oui. Ça s'appelle la nutrition neuronale, c'est bien ça? En fait, le titre, la formation s'adresse aux professionnels de la santé mentale. Elle dure 13 heures, de l'assiette au cerveau. De l'assiette au cerveau. Oui, deux points, l'influence de l'alimentation sur le cerveau et la santé mentale. Super. Puis on a une version conférence de 90 minutes qui s'appelle « Je nourris mon cerveau ». Fantastique. Des outils, finalement, pour se connaître et pour s'occuper de notre équilibre. Alors, dans cet équilibre-là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment, parce que la communication, à toutes les sauces, on en entend parler, mais il y a aussi il y a une métaphore que j'adore. Un musicien s'assure d'avoir un instrument qui est bien accordé avant de jouer. Mais nous, dans la communication, nous sommes notre instrument. Est-ce que c'est possible, Stéphane, d'accorder notre instrument pour communiquer mieux avec l'autre? Oui. Des fois, avant d'aborder une situation, j'ai envie de dire délicate, quelque chose qui déclenche en nous de la contrariété, c'est bien de prendre un temps avec soi pour clarifier ce qui se passe en dedans de nous, en termes de sentiments, d'observer les pensées qui nous traversent l'esprit. Des fois, on a malheureusement des interprétations face à la situation. On peut dire oui. Ça, c'est pas mal des interprétations, clarifier un petit peu c'est quoi les valeurs et besoins qui sont en jeu dans la situation. Alors, le défi, c'est de mettre des mots là-dessus, d'avoir du vocabulaire. Puis, ça s'acquiert, ce vocabulaire-là. C'est la bonne nouvelle. C'est ça? Oui, oui, ça s'apprend. Aujourd'hui, donc, puis il y a aussi des erreurs qui sont assez communes, parce qu'on parle beaucoup, depuis quand même plusieurs années, au moins une vingtaine d'années, on parle beaucoup de la communication en jeu, s'exprimer en jeu. Mais quand on s'exprime en jeu, souvent, il y a comme des... Si je dis, là, je suis vraiment écœurée, je suis pas sûre que ce soit la meilleure façon, et j'ai pourtant parlé en jeu. Je ne vais pas parler pour l'autre. Alors, quelles sont les stratégies gagnantes? Puis aussi les erreurs qu'on peut faire, les pièges. Oui, en fait, c'est ça. Mais l'approche dont j'ai envie de parler aujourd'hui et de partager avec les auditeurs et auditrices, c'est la communication bienveillante qui a été développée par Marshall Rosenberg. Lui, il l'avait appelée communication non violente. Mais d'autres personnes ont mis des synonymes à ça, communication authentique, communication bienveillante. Et dans cette approche-là, il y a 4 étapes. Supposons qu'on veut exprimer quelque chose à quelqu'un, 4 étapes, et puis malheureusement, on ne vient pas au monde en les connaissant. Ça s'apprend. Moi, je les ai apprises il y a une vingtaine d'années, grâce à un livre. Ensuite, des perfectionnements, j'ai suivi des formations, j'ai reçu du coaching. Ça s'apprend. Mais malheureusement, c'est ça, on n'enseigne pas ça à l'école, au primaire, au secondaire, nécessairement. Oui, qu'on devrait enseigner ça. Ça, mon Dieu, on éviterait tellement de conflits, de stress relationnel. Est-ce que tu pourrais commencer par nous enseigner la première stratégie qui pourrait être importante? La première étape, peut-être? Oui, peut-être, oui. Oui, exact. Alors, la première chose, parce que, si on veut aborder une situation, par quoi on commence? Oui. L'approche de la communication bienveillante propose de commencer d'abord avec l'observation, parler des faits. OK.
Et en parlant des faits, on peut commettre des erreurs. Par exemple, un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est un patron qui rencontrerait son employé, un patron ou une patronne, rencontre son employé et pourrait lui dire, écoute, mettons que tu es l'employé, Daniel. Daniel, écoute, depuis 1 mois, je trouve que tu es moins efficace, moins productive. Il peut penser que c'est un fait, mais non, c'est une évaluation. Et comment? Parce que tu as juste nommé Daniel, puis j'ai fait comme... Ouais. OK, donc réaction. Voilà. Déjà, ça suscite une réaction, donc c'est pas nécessairement agréable. On sait qu'on se fait chicaner. Et puis donc, en disant tu es moins efficace, moins productif, c'est une évaluation, ce ne sont pas des faits. Mais beaucoup de gens pensent que ce sont des faits, mais non, ce n'est pas ça. Quels sont les faits? Ce serait par exemple de dire, écoute, habituellement, si je regarde tes statistiques, habituellement, tu traites 30 dossiers par mois. Et dans le dernier mois, tu en as traité 15. Ça, ce sont des faits objectifs. C'est mesurable et concret. C'est plus long parler, c'est plus long en dire tu es moins productif versus tout dire les faits, ben voici, auparavant, tu traitais 30 dossiers par mois, mais là, dans le dernier mois, tu en as traité 15. C'est plus long. Oui, ça exige de prendre un peu plus de temps. Mais c'est quoi la question qui vient ensuite, après ces faits-là? Par la suite, oui, on présente les faits, l'observation. Donc, la deuxième étape, c'est les sentiments. Les sentiments. Alors, je vais continuer dans l'exemple au travail. Le patron pourrait dire, quand j'observe ça, par rapport à ça, je me sens, je suis préoccupé. Donc, c'est comment je me sens. Je suis préoccupé. Il ne demande pas à l'autre comment il se sent par rapport à ça. Il ne lui demande pas de justifier son comportement. Il ne lui demande pas, mais qu'est-ce qui se passe puisque j'ai constaté que normalement, c'est 30 dossiers, puis le 15, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on peut dire ça? Ou on s'intéresse plutôt à ce que nous, on ressent par rapport au fait que la personne n'est pas... Bien, on peut prendre plusieurs angles. Hein? Par exemple, si je dis, écoute, face à ça, je me sens préoccupé. Parce que, écoute, pour moi, c'est important le bien-être de mon équipe, la santé de mon équipe. Et puis, est-ce que tu serais d'accord pour me dire comment tu vas? Donc, j'ai l'impression que tu viens de mettre des gants blancs pour dire à la fois ton sentiment, puis demander aussi à son employé comment il se sent par rapport à ça. C'est ça? Exact. C'est que j'ai décliné, en fait, rapidement là, dans les 4 composants. Donc, j'ai parlé des faits. J'ai dit comment je me sentais, puis face à ça, je suis préoccupé. Et j'ai relié ça à un besoin que j'ai ou une valeur qui m'appartient. Alors, ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est important pour moi le bien-être de mon équipe, la santé. La santé, c'est quelque chose qui compte pour moi. Et là, la demande, la dernière étape. C'est bien, OK. Tu l'informes de tes besoins puis de tes valeurs. D'accord. Besoins, valeurs, exact. Et la dernière étape, c'est la demande concrète et négociable. Alors, j'ai été demandé, est-ce que tu serais d'accord pour me dire, comment tu vas? Ma demande, si tu accèdes à ma demande, tu n'es pas obligé. Et si tu accèdes à ma demande, moi, ça peut me rassurer, ça peut m'informer et ça peut me donner de l'information sur comment tu vas. Alors, la demande concrète et négociable, elle permet d'ancrer un petit peu plus dans le concret le besoin qui peut être des fois abstrait, le besoin ou la valeur. Si je dis, c'est important pour moi le respect, c'est important pour moi la fiabilité, c'est important pour moi telle chose, c'est plus abstrait. Alors que la demande, elle est idéalement, on la fait concrète. OK. Moi si ce patron-là, on va dire qu'il est nouveau, là, en fait, il n'a jamais parlé comme ça. Habituellement, il ramasse son monde, genre. Et puis là, moi, c'est la première fois, je me dis, où est-ce qu'il s'en va avec ses skis? Est-ce que je peux lui faire confiance? C'est une critique déguisée. Je ne suis pas habituée, là. OK? Est-ce que c'est une critique déguisée? Dois-je me défendre? Alors, face à ça... Ça, c'est ton discours intérieur. Oui, tout à fait.
Absolument. OK. Mais si, par exemple, parce que c'est souvent ce qui arrive avec la communication, quand on n'est pas habile, ce Oui, patron-là, avant de suivre la formation, il l'était, on va dire pas. oui, Mais son employé, elle oui. non plus n'est pas habituée à ce qu'il devienne tout d'un coup. Alors, Mhm. comment on fait pour ajuster ces paramètres-là avec quelqu'un qu'on a déjà connu qui travaillait pas Oui, nécessairement bien? effectivement. Bien, supposons que la personne change, se met à adopter. Ce que tu veux savoir, c'est quand on Oui, se met à adopter tout à fait. l'approche de la communication non violente, Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour, bon, par rapport à l'autre qui découvre en un effet. nouveau style, qui remarque une différence? Ouais. Alors, à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est, écoute, je suis en train de m'initier à une nouvelle approche. Alors, ne OK. sois pas surpris ou surprise si tu as l'impression que je communique différemment. Je suis en train d'apprendre, Ah, c'est de bien. pratiquer. C'est vraiment génial. OK, donc on peut le dire ça. Donc on Bien, peut bien mettre la sûr. table pour dire, écoute, je ne suis Oui. pas encore très habile, mais vraiment, Mhm. c'est à force de pratiquer qu'on est bon. C'est ça? Oui, c'est en OK, pratiquant donc qu'on... Oui. en disant ça, ça rassure. Mhm. OK, c'est bien. Écoute, Stéphane, on s'en va à la pause avec Déjà. Charlotte. Ben oui, déjà, avec Charlotte Cardin, qui se faufile quelque part. Et puis, on revient ensemble pour les autres trucs, les autres stratégies que tu Mhm. vas nous apprendre. Merci. À tantôt. Merveilleux. Toutes les notes s'enfilent, filent les filles, et tu ne sais pas, ne commencez pas. De dos fait face aux peines, tu choisis pile, ça tombe sur la reine. Tu te faufiles, tu te faufiles. Entre mes lignes, par la loi devant, ton vent m'essouffle, souffle une fois, car mes plaies s'ouvrent. Par ici maintenant, je veux tes doigts, je les veux tenant. Tout ce qui est à moi, tu te faufiles entre mes lignes. On peut prendre le temps d'une bise avant que tous nos verres se vident et que tu me dises tout ce que j'aime, je brise. Tu te faufiles entre mes lignes. Oh, tu te faufiles entre mes lignes. Vous êtes toujours à l'écoute de soi et aujourd'hui, on parle de communication bienveillante avec un expert, Stéphane. Stéphane, on a parlé de la communication bienveillante avec avant la pause dans un cadre de travail. Maintenant, Mhm. comment on peut aborder puis vraiment pratiquer et avec nos proches quand on n'a pas toujours été habile, que les gens nous connaissent aussi puis ils savent que on parle pas comme ça d'habitude. Oui. Avec nos enfants, avec nos amis, avec nos proches. Alors, est-ce que tu as des trucs pour nous, les pièges à éviter, Oui, en fait? absolument. L'exemple, l'exemple que je propose, supposons deux personnes qui vivent Oui, sous le même toit.
on pourrait imaginer un parent et son adolescent. D'accord. Et bon, le parent est en télétravail, puis il n'y a pas 10 pièces dans la maison. Là. La maison est relativement petite, pas beaucoup de pièces, les murs ne sont pas très insonorisés. Et là, l'adolescent décide d'écouter, je ne sais pas si c'est un congé pédagogique, et décide d'écouter un film en plein après-midi alors que le parent, lui, est en télétravail. Alors, je vais donner un exemple de ce qui serait un exemple de script qui s'éloignerait de la communication bienveillante. Alors, on le connaît déjà. Je le connais déjà. Je suis sûre que tous les auditeurs le connaissent. Mais vas-y. Donc, on arrive dans le salon, puis là, ben là, écoute, je me sens pas respectée, là. Mais c'est quoi, là, de mettre le volume de la télé aussi fort? Franchement, un peu de respect. Moi, il faut que je travaille, puis c'est qui paye la bouffe ici, puis le loyer, puis c'est tout ça, il faut que je travaille, moi, là. Ouch! Donc, on tombe dans les reproches. Je me sens pas respectée. On parle au jeu, on peut penser que c'est correct de parler au jeu, mais ici, quand je dis je me sens pas respectée, ça sous-entend tu me respectes pas. Oui, tout à fait. Le tu s'en vient très rapidement. Je me sens pas respectée, ça sous-entend que tu me respectes pas, comme si je disais je me sens rejetée, ça sous-entend que tu me rejettes. Alors, dans la situation du jeune, l'ado qui écoute son film, si on reprend ça à la sauce communication bienveillante, on pourrait dire, écoute, quand je suis dans mon bureau en train de travailler, j'entends la télévision, le son de la télé. Le fait, celui dont tu parlais, là. L'observation, le fait. Ça, c'est vrai. OK. J'entends la télé et puis ensuite, on parle comment on se sent. Écoute, je me sens très stressée en ce moment parce que là, je veux relier mon émotion à quelque chose qui m'appartient, non pas je me sens stressée parce que tu écoutes la TV trop fort. Non. Je me sens stressée parce que j'ai besoin de silence, besoin de tranquillité et de concentration pour faire mon travail. Est-ce qu'on pourrait dire parce que j'ai peur que mes clients, parce que j'ai peur que ça dérange, je veux pas que les gens comprennent que en fait on est dans un petit appartement, là, tu sais, puis bon, alors, je veux pas me sentir jugée ou enfin qu'il y ait des interférences à ce niveau-là avec les gens avec qui je suis en contact. On peut-tu dire ça aussi? Bien, je vais vous partager un truc qu'un formateur m'avait donner un petit tuyau, c'est de dire, écoute, moi, j'ai besoin d'avoir, tu sais, je me sens stressée parce que j'ai besoin d'avoir l'assurance que l'expérience de mes clients est agréable. Quand je travaille avec eux par Zoom ou par Teams. Donc, je relie mon stress à quelque chose qui m'appartient. C'est parce que moi, j'ai besoin d'avoir l'assurance qu'ils sont à l'aise, puis que ça se passe bien, puis que l'expérience est confortable. Et là, la demande concrète est négociable. Parce que je ne peux pas m'en tenir juste à mon besoin, mais la demande concrète. Est-ce que tu accepterais d'écouter ton film avec des écouteurs? Ou encore, est-ce que tu serais d'accord pour écouter ton film dans 1 heure? Je termine de travailler dans 1 heure. D'accord. Fait qu'on propose, est-ce que tu serais d'accord pour? Et on ouvre, c'est comme ouvrir la discussion, puis l'autre personne peut nous proposer une autre solution à laquelle on n'avait pas pensé. Puis, dans le fond, n'oublions pas que les gens, parmi leurs nombreux besoins, ils ont le besoin de contribuer au bien-être des autres. Alors, l'adolescent, moi, je tiens pour acquis que si le moindrement, c'est possible d'accéder à notre demande, il va accepter. Ou si ce n'est pas possible, il va proposer des solutions. Et l'idée, le défi, c'est de mettre sur la table les besoins de chacun. Lui a besoin de se distraire. Moi, j'ai besoin de concentration. Comment on peut faire preuve de créativité pour satisfaire nos besoins respectifs? Écouter le film avec des écouteurs, ça peut être une option. Stéphane, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais quand on vit avec les gens proches, dans notre intimité, on est habitué à un certain genre de communication qui n'est pas toujours bienveillante. Donc, la réaction, elle arrive souvent dès qu'on ouvre la bouche parce que les gens s'attendent à une critique ou à faire quelque chose comme ça. Et alors donc, comment on désamorce ça ou comment on présente ça à notre conjoint, à notre conjointe, à nos enfants, à nos ados, etc., quand on n'a jamais utilisé cette façon de parler? Puis d'ailleurs, qui nous dit aussi qu'on n'est peut-être pas encore très habile, il faut pratiquer pour devenir habile. Alors, comment on désamorce ou qu'on présente la chose?
Tantôt, Ben, un tu nous peu as comme on parlé du disait tout à patron, là, l'heure. puis lui, c'était parfait. Ouais. Mais avec Ben, nos même enfants. même chose dans la vie privée. On peut dire, écoute, Mhm. je suis en train de découvrir, expérimenter une nouvelle approche de communication qui, pour moi, a du sens. Puis, écoute, ça se peut que tu as l'impression que je parle pas comme d'habitude, que ça sonne pas naturel. Écoute, Oui, c'est ça. ça se peut que je sois malhabile, Oui. mais je pense vraiment que ça peut être profitable pour notre relation. OK. Tout J'ai à envie fait. d'expérimenter. Ouais. OK. Et moi, parce que ça arrive souvent, hein, quand on apprend quelque chose de nouveau, Mhm. Mhm. ben, on a besoin de la participation de l'autre. Et Oui. puis, souvent, ce que les gens entendent, c'est bon, tu vas-tu me forcer à parler de même ou avec? Genre. Si on parle Ouais. des ados ici, ou même des couples qui Mhm. sont enracinés dans une communication qui n'est pas nécessairement fluide et agréable. Alors, tout à coup, on se met à parler comme un livre, on pourrait dire. C'est pas encore fluide, c'est pas encore, on l'habite pas encore, Mhm. on n'est pas encore familier. Est-ce qu'on peut en faire plus ou moins un jeu? J'aimerais ça qu'on pratique à l'heure du souper. J'aimerais ça qu'on pratique pour voir comment on se sent ou comment... Ouais. Juste pour désamorcer, pour ouvrir cette porte-là, pour devenir habile finalement, tout à fait. Et même demander peut-être à nos enfants, ben, essaye-le, c'est un jeu. C'est un jeu relationnel, c'est un nouveau jeu. Est-ce que tu te sens mieux avant? Est-ce que tu te sens mieux après? Moi, je me sens... En tout cas, est-ce que c'est, d'après Mhm. toi, quelque chose qui est possible? Tout à fait. Oui? Tout à fait, oui. Puis, ce qui peut être intéressant, c'est de laisser traîner un livre sur l'approche pour que les personnes autour puissent s'initier progressivement à cette approche-là. Donc, laisser traîner un livre. Des fois, on peut mettre un petit aide-mémoire sur le frigo de l'approche. Ah, ça, c'est Parce qu'on intéressant. on Oui. peut pas Donc, l'imposer à d'autres. l'aide-mémoire, ce serait l'observation. C'est Ouais, bien ça? OSBD, O pour observation, S, les sentiments, Ah, oui. B pour les besoins valeurs, Oui. D pour la demande en parenthèse concrète et négociable. OK. Donc, est-ce que tu pourrais... On fait un jeu, Stéphane. Oui, Là, allons-y. les gens autour de nous, dans notre maison, Mhm. qui ne sont pas habitués à ça, puis ça ne leur tente pas de Oui. travailler, ils ont travaillé toute la journée, puis ça ne leur tente pas là, de faire ça. Là. Alors, Mhm. mais nous, ça nous tente vraiment parce qu'on veut vraiment améliorer la communication dans la famille sans que ça soit moraliste, moralisateur, Mhm. etc. Alors, comment on pourrait, avec ces 4 étapes-là, OSBD, observation, sentiment, besoin et demande, Demande, oui. d'accord? Comment on pourrait clairement le faire? Est-ce qu'on pourrait faire une mise en situation, là? Mais grâce en utilisant la technique, là. Dans le fond, ce que tu veux savoir, c'est comment on va aborder une situation avec eux, comment on va leur... comment on va mettre en pratique l'approche. Oui. C'est ça. On veut pratiquer, Oui. mais pour ça, il faut Oui. que nos proches soient d'accord. Oui, exact. Et donc, il faut amener ça... oui. Tout à fait. Ben, écoute, Daniel, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler et je me demandais si c'est un bon moment pour t'en parler. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais t'en parler. Déjà, j'étais à l'écoute. C'est un bon moment? Déjà, j'étais à l'écoute. Stéphane, bravo. Ah, super. C'est très bien. OK. On continue. Et puis, ben, écoute, la chose dont je veux te parler, j'ai l'intention d'appliquer la fameuse approche, là, la nouvelle approche de communication, si tu permets. Alors voici. Alors, écoute, puis là, on commence à aborder la situation, les faits, les sentiments que ça déclenche, on relie ça à un besoin ou une valeur, et la demande. Puis en passant, le besoin, pour pas qu'au lieu de dire je me sens comme ça parce que j'ai besoin de, on peut dire, on peut utiliser parce que ce que je veux, c'est. Ce que je veux, ça traduit un besoin. Oui. Ce que je veux, c'est de la tranquillité. Ce que je veux, c'est avoir l'assurance que... Non. Ce que je veux, c'est être sûr que mes clients se sentent à l'aise là, quand je leur parle. En famille. Donc, on pourrait dire, ce que je veux, c'est qu'on arrête de chicaner dans notre maison.
non? On trouve une meilleure façon de communiquer, qui soit pas tout le temps, qui provoque pas justement les réactions de chacun. Est-ce qu'on pourrait dire ça? J'ai constaté que on est toujours en train de réagir aux propos d'un, de l'autre. On est toujours mal parce qu'on se sent jugé, on se sent évalué. Alors, j'aimerais ça qu'on pratique quelque chose de différent. Puis j'ai besoin de votre aide. J'adorerais ça qu'on le fasse, qu'on joue avec. Je vais te raconter une petite histoire, Stéphane. Là. Oui, ça me permet de le faire. Quand mon fils était adolescent, j'apprenais des techniques, justement, de communication. Hein. Puis, écoute, après ça, moi, j'avais des clients, alors il fallait que je pratique aussi, mais il fallait que je me sente bonne. Oui. Alors, souvent, je lui disais, là, j'ai appris quelque chose de vraiment nouveau, mais je le possède pas, J'aimerais vraiment, vraiment le pratiquer avec toi. Je vais avoir mes notes, là, je vais les avoir devant moi. Là. Mais et finalement, c'était devenu un jeu relationnel extrêmement intéressant. Wow. Puis en même temps, dans le fond, sans que je lui demande, il l'apprenait. Oui. Bravo. Puis une fois que c'est là, hein? Puis ça sert à tout le monde. Fait qu'on pourrait dire maintenant, une fois qu'on l'a fait, tu as vu la différence? Donc, essaye de fais-le avec tes amis pour le fun. Tantôt, tu me disais, on devrait apprendre ça à l'école. Alors, si on l'apprend à la maison, pourquoi pas le montrer à nos amis? Pourquoi pas l'utiliser? Oui, bien, c'est ça. On peut dire, des fois, on ne choisit pas les bons mots, hein? Oui, c'est ça. On ne choisit pas les bons mots. Puis mais là, on aurait le droit de se tromper. Là, on aurait le droit de cette manière-là. Oui, exact. Puis pour inciter, peut-être encourager les membres de la famille à embarquer, peut-être, à découvrir l'approche. C'est de parler quand on ne choisit pas les bons mots, des fois, ça provoque des réactions. Tout à fait. Puis on est toujours mal. Alors, écoute, moi, c'est tellement court, j'en reviens pas. Là, on a fait 2 segments de rien. On aurait pu en parler pendant 1 heure parce que c'est tellement intéressant. Alors, comment on fait, là? On va être obligé de se quitter dans quelques secondes. Alors, d'abord, je voudrais vraiment te remercier, Stéphane, d'avoir accepté de venir à l'émission pour nous parler de cette communication bienveillante. C'est moi qui te remercie, Daniel. Le monde en a besoin de plus en plus. Oui. Les guerres, c'est assez. Alors, je rappelle Stéphane Mignot, si vous avez besoin de quelqu'un pour une conférence, parce que tu as un grand déploiement, beaucoup de choses. Je te remercie infiniment. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire en un mot? C'est important de se donner du temps parce que c'est comme apprendre une nouvelle langue. Vous êtes toujours à l'écoute de soi. Alors, pour cette deuxième partie d'émission, nous allons parler de réalité virtuelle, pour vrai, avec deux professeurs qui enseignent au Cégep de Thetford en éducation spécialisée. C'est quelque chose qui est assez nouveau. En fait, moi, c'est la première fois que j'entends au Québec qu'on enseigne la réalité virtuelle à des étudiants. Je trouve ça absolument fascinant. Alors donc, je vous présente Lisa-Marie Bilodeau, qui est d'abord une éducatrice comme moi, qui fut éducatrice comme premier métier, et qui est maintenant une psychoéducatrice et qui enseigne au Cégep à Thetford en éducation spécialisée. Et je vous présente également Éric Fabresse, qui lui aussi est un éducateur spécialisé. Il faut bien commencer quelque part sur le terrain. Donc, ça fait de nous des gens de terrain. Ça fait qu'on connaît bien ça. Et avant de retourner à l'école, sur les bancs de l'école, et d'étudier la théorie. Et je trouve ça extraordinaire. Et là, Éric, toi, tu as aussi travaillé en intervention en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke, que tu as suivi des formations de pointe à l'Université de Sherbrooke. Et sur le plan professionnel, tu as œuvré une 20aine d'années dans le domaine de l'intervention en dépendance en Europe. Et maintenant, tu t'enseignes en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Thetford et tu es même coordonnateur du département. Alors, on va commencer par Lisa-Marie. Lisa-Marie, tu donnes un cours d'intervention de crise pour la 2e fois. Il semblerait que c'est dans ce contexte-là que la réalité virtuelle a été expérimentée. Tu veux nous en parler? Oui, effectivement, c'est la première expérimentation qu'on a fait au département.
C'est un cours qu'on a donné, que Éric donne depuis plus longtemps que moi, mais que j'ai eu la chance de donner en collaboration avec lui. Okay. Puis... ton mentor. Éric est devenu ton mentor. Effectivement, tout à fait. J'aime ça. Bah oui, on a le droit. Puis la réalité virtuelle est nouvelle quand même au niveau du cégep. Et on s'est fait présenter par notre conseiller pédagogique en technologie, justement, tous les nouveaux outils technopédagogiques qui peuvent être utilisés. Puis lui, il connaissait bien notre département. Mm-hmm. Puis il voyait que c'est un outil qui est en éclosion au niveau de l'enseignement. Mm-hmm. Puis quand il est venu nous présenter la réalité virtuelle à toute notre équipe départementale, puis Éric et moi, on voyait très bien comment ça pouvait être appliqué dans le cadre de l'intervention de crise, donc pour être un outil d'enseignement puis de pratique avec les étudiants. Donc, si je comprends bien, Éric, c'est pas la première année que ça se donne là, au cégep? Le cours se donne depuis je dirais peut-être 10 ans. Mais c'est la première fois, habituellement, c'est un cours qu'on donnait de façon classique. Donc, on utilisait déjà des acteurs en réalité, là, pas en réalité virtuelle. Donc, les acteurs venaient dans la classe pour faire des mises en situation avec nos étudiants. Okay. Et là, on a décidé d'utiliser la réalité virtuelle pour amener les étudiants là où on ne parvenait pas à les amener dans la réalité. C'est-à-dire qu'on fait des simulations d'intervention dans le cours, mais ces simulations ne permettent pas de tout explorer le spectre, finalement, des crises auxquelles un éducateur peut être confronté. Mm-hmm. Ça, par exemple, on ne va pas exposer les étudiants à des situations de violence, par exemple, dans le cours, mm-hmm. alors que la réalité virtuelle peut nous permettre ça. Peut nous permettre d'amener les étudiants à expérimenter les crises extrêmement violentes, sans aucun risque finalement, puisque physiquement, ils ne sont absolument pas touchés. Mais émotionnellement, vous voyez une différence? Parce que les acteurs étaient là, donc déjà, ils jouaient des situations de violence, ils mettaient en scène des violences, donc les étudiants assistaient, ils n'intervenaient pas? Les étudiants interviennent dans les situations réelles, dans les mises en situation qu'on fait en classe. Les étudiants, l'acteur joue le rôle de quelqu'un qui vit une crise et les étudiants sont là pour intervenir. Okay. Mais on a quand même des limites, tu sais, au niveau de l'agressivité physique, au niveau de la confrontation physique. On ne pouvait pas aller trop loin parce que ça reste un cours. Bien sûr. Mais en réalité virtuelle, c'est quoi? Comment ça se passe? Peut-être, Lisa-Marie, on a monté un scénario pour, dès le début du cours, exposer les étudiants à une crise sans même qu'ils aient appris comment réagir. Mm-hmm. On les expose à une crise qui est quand même très violente et on leur propose des scénarios d'intervention. Différents scénarios d'intervention et eux doivent repérer quel est le scénario pour chaque situation, quel est le scénario qui est le plus approprié. C'est un des aspects, un des intérêts de la réalité virtuelle. L'autre intérêt, c'est que ça les amène à expérimenter le feeling, j'allais dire, de ce que vit un intervenant qui est confronté à un individu en crise, sans que ça soit réel pour autant. Donc, il n'y a pas d'engagement physique, mais l'étudiant, c'est une expérience immersive, tellement crédible qu'à un moment donné, par exemple, l'acteur, on travaille avec une caméra 360, puis l'acteur vient avec un ciseau et met un coup juste à côté de la caméra. Le principe, c'est que l'étudiant qui a le casque de réalité virtuelle, il devient la caméra. Ouais. Donc, le coup de ciseau, là... OK. Alors, lui réagit, bien sûr. Et voilà. Physiquement même. Exactement. Émotionnellement et physiquement. OK. C'est extraordinaire parce que finalement, quand on est en intervention, quand on est un éducateur, un psychoéducateur, un enseignant même, un policier, on est notre propre outil. Alors, sur le plan émotionnel, de pouvoir presque... est-ce que vous commencez en première année? Parce que le cours en éducation spécialisée dure 3 ans.
ce cours-là se donne... Présentement, ce cours-là se donne en 2e année, mais c'est sûr qu'on voit une utilisation exponentielle de cet outil-là. Oui. Autant, comme Éric nommait, de surmonter des limites qu'on a dans un cadre de classe, mais aussi les limites personnelles des étudiants. Par exemple, là, c'est un cours d'intervention de crise. Oui. Il y a des étudiants qui ont des difficultés à intervenir avec un homme en crise parce que, justement, ils peuvent avoir vécu des situations difficiles. De les mettre tout de suite en contact avec une personne physique en intervention dans la classe, c'est difficile pour eux. De le vivre virtuellement, d'abord, ils se sentent en sécurité, puis ça les amène à pouvoir se désensibiliser un petit peu par rapport aux craintes qu'ils peuvent avoir. Alors, il y a une portée de surmonter les limites personnelles aussi là-dedans. Puis là, c'est là qu'on voit qu'en première année, comme au niveau des finissants, on peut les mettre dans toutes sortes de contextes qui peuvent les amener à se déployer. Oui, parce que la beauté de la chose, c'est que quand tu es dans une situation réelle, tu ne peux pas t'arrêter quand ça ne va pas bien. Avec la réalité virtuelle, tu as une manette dans la main, puis si tu veux faire pause, tu fais pause, et puis ça s'arrête. Est-ce que ce sont les étudiants, justement, qui font pause? Oui. Ils sont en plein contrôle. Oh, wow, c'est génial. OK. Alors, nous, c'était une première expérimentation, mais on a été emballés. Puis, on a décidé de faire le cégep là, et va investir là, pour qu'on puisse développer toutes ces expériences immersives dans différents cours. Alors là, ça a été fait en intervention en situation de crise, mais on pourrait le faire. Moi, je donne des cours en intervention en dépendance. On pourrait très bien utiliser ça. Il y a multiples... Donne-moi un exemple d'intervention de dépendance. Qu'on pourrait utiliser? Oui. Eh bien, écoute, on pourrait, je sais pas, moi, on vit à Thetford, là. Mettons la réalité de personnes qui vivent dans la rue et qui vivent des problématiques de dépendance, c'est pas quelque chose que nos étudiants rencontrent dans leur pratique. Absolument. Par contre, c'est probablement quelque chose qui serait intéressant, qu'ils aient l'occasion d'apprivoiser, avec quoi ils aient l'occasion de travailler. Alors, la réalité virtuelle pourrait très bien nous permettre de, par exemple, aller dans un endroit, je ne sais pas, moi, à Montréal ou à Québec, ou, tu sais, par exemple, on a fait un vidéo avec le Centre de consommation supervisée à Québec. Les études, on ne peut pas aller là, parce qu'il y a des gens qui consomment sur place. On ne peut pas les visiter. Par contre, avec la réalité virtuelle, on peut amener les étudiants à faire une visite très réelle du lieu sans s'y rendre. À partir de leur classe, avec un casque de réalité virtuelle, ils ne font pas juste voir un film qui leur présente le service de consommation et les gens qui y sont, ils le vivent. Là, c'est toujours des acteurs là, qui joueraient, par exemple, les gens en consommation. Dans ce cas-là, c'est pas des acteurs. On a travaillé avec un de nos anciens étudiants travaille là, et lui, il nous a mis en relation avec des pères aidants, donc qui sont des consommateurs actifs, et qui, a accepté de nous expliquer comment il utilise les lieux. OK. Alors. On va aller à la pause, on va aller écouter la serveuse de tomates. Et puis, on revient avec plus d'explications, c'est fascinant. J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon loyer. Je travaille à l'Underground Café. Je suis rien qu'une serveuse automate. Ça me laisse tout mon temps pour rêver. Même quand je tiens plus debout sur mes pattes, je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'Underground Café. Un jour vous verrez la serveuse automate, son art, cultiver ses tomates.
vie, comme on dit. Je voudrais seulement faire quelque chose que j'aime. Je sais pas ce que j'aime, c'est mon problème. De temps en temps, je gratte ma guitare. C'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts. J'ai jamais rêvé d'être une star. J'ai seulement envie d'être moi. Ma vie ne me ressemble pas. Je travaille à l'Underground Café. Il y a longtemps, j'ai pas vu le soleil dans mon univers souterrain. Pour moi, tous les jours sont pareils. Pour moi, la vie, ça sert à rien. Je suis comme un néon éteint. Je travaille à l'Underground Café. Alors, la serveuse automate. Pas des tomates, là, mais des tomates, on s'en va. On est vraiment dans la nouvelle réalité virtuelle où est-ce qu'effectivement, on s'en servait beaucoup. Ça commençait, en fait, dans le voyage. On s'en sert de plus en plus de la réalité virtuelle. Hein? Dans le voyage, pour vendre des maisons, je pense, on s'en sert. Des jeux de rôle en individuel. J'imagine que l'armée, la défense doit aussi commencer. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais on s'en doute fortement, parce que préparer les gens à la guerre, c'est quelque chose. Hein? Peut-être qu'effectivement, ça va... Je sais pas, je pose la question, mais pour des étudiants en éducation spécialisée au Cégep de Thetford, c'est réellement commencé. Vous m'aviez dit également que ça avait déjà été utilisé dans un autre aspect, un autre... dans un autre département, oui. Voilà, un département. En fait, on a emboîté le pas à nos collègues du département de technologie minérale qui, eux, ont, pour travailler sur des questions de santé et sécurité au travail, ont monté des mises en situation où les étudiants doivent faire des choix, puis pour mieux comprendre la nécessité de, tu sais, par exemple, si tu, je sais pas, moi, tu te places pas au bon endroit, il y a un camion qui recule, ben, il te recule dessus, là, puis tu le vis, évidemment, sans risquer rien physiquement, mais tu le vis. Alors, ça a beaucoup de... Les applications sont vraiment multiples. Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de la résonance que cette application-là a eue sur le plan émotionnel chez des étudiants? Oui, concrètement, oui. Puis plus on l'utilise, plus on a le goût de l'utiliser parce qu'on voit le potentiel. L'impact premier qu'on a vu chez les étudiants de l'expérimenter, d'abord, c'est la motivation à aller travailler ce qu'il y avait à travailler. Parce que justement, il y a un aspect
tellement immersif, différent de ce qu'on peut vivre dans le quotidien. Alors, les étudiants, il y a un aspect motivant qui est très important. Par la suite, justement, le fait qu'on se disait tantôt, c'est pas réel, c'est une réalité qui est virtuelle. En même temps, ils ont le contrôle. Ça crée des réactions physiques chez les étudiants, des réactions émotionnelles aussi. Oui. Alors, ça dépasse l'impact qu'une vidéo peut avoir. En même temps, l'étudiant se sent beaucoup plus libre de pouvoir essayer des choses que quand il est dans une situation réelle avec un acteur ou dans une situation... Alors, les étudiants, ce qui ressortait, c'est cette liberté-là de pouvoir expérimenter des choses, d'oser faire des erreurs en sachant qu'ils demeurent dans une situation de sécurité. Donc, je pense qu'ils se commettent davantage à essayer des choses qu'ils ne feraient pas dans un autre contexte. Wow. Puis, l'aspect de réalité virtuelle... Ça, vous leur permettez, si je comprends bien, parce que ça ne fait pas partie d'habitude des choses qu'on peut faire à l'école, expérimenter, faire des erreurs. On ne doit pas se tromper. Généralement, le script, là, on est supposé suivre. Alors que là, vous leur donnez des scripts, mais comme ils le vivent de façon immersive, vraiment dans leur trip, vous leur permettez d'expérimenter et même de se tromper, de voir les conséquences de leur réaction. Oui, je pense que c'est la liberté qui est plus grande parce que dans l'enseignement, on leur permet de vivre des erreurs. Ça fait partie du processus d'apprentissage quand même, mais les étudiants se permettent une plus grande liberté d'oser des choses qu'ils n'auraient pas fait par peur des conséquences. Tout à fait. Ils savent que les conséquences sont virtuelles, alors ils se permettent plus. Combien de temps ça prend, justement, avant d'être capable de mesurer que c'est virtuel, parce qu'on est tellement dans la réalité que, je sais pas, moi, je sais que une fois, j'ai mis des lunettes j'étais dans un avion, je pense, et on me demandait de sauter. Je fais que non. non, c'est tellement réel. J'avais vraiment peur. Tu sais. C'est comme là, non. Puis il me dit, il y avait le gars qui était devant moi, puis il me disait, oui, tu peux marcher. Écoute, j'étais paralysée, moi, marcher dans le ciel. Est-ce que c'est peut-être un rêve pour bien des gens, mais je voulais pas tomber. C'était fou, tu sais. Alors, j'avais le goût d'enlever mes lunettes pour dire, je suis sur un plancher. Aïe, quelle différence. Alors, comment ça se passe avec vos étudiants? Je pense que c'est l'avantage et l'inconvénient. Oui. Ça ne peut pas être trop long parce que ça devient inconfortable. Par exemple, on ne peut pas leur faire vivre trop de mouvements avec la caméra parce que les gens là, qui ont des réactions facilement de vertige, de maux de cœur, ils ont besoin de s'asseoir, d'enlever les lunettes parce que ça crée des réactions physiques. Ouais. Mais au contraire, c'est l'avantage, c'est qu'on peut aller travailler des choses rapidement puis aller susciter des émotions puis des réactions fortes en un petit laps de temps. Puis après, les étudiants, quand ils l'enlèvent, l'aspect débriefing, on le vivait déjà avec les comédiens. Oui. Puis les étudiants avaient des retours, des commentaires à donner, de la rétroaction, et que c'est amplifié avec l'expérience de réalité virtuelle parce que les émotions qu'ils ont vécues sont fortes. Je pense qu'ils sont un peu excités aussi d'utiliser cette technologie-là. On peut aller loin au niveau de la rétroaction. Est-ce que vous avez des gens qui ont décidé d'abandonner ce cours-là? Ils ont dit, c'est pas fait pour moi, je ne vais pas là. Non, il n'y a pas d'étudiants qui ont abandonné. Moi, je pensais que ça allait les rassurer. Je pense pas que ça les a rassurés, mais ça les a pas découragés non plus. C'est qu'ils se sont dit... On s'est rendu compte de qu'est-ce qu'on aurait pu vivre dans la réalité. Puis là, ils font des prises de conscience. L'aspect de prise de conscience est intéressant, autant dans les choix qu'on les amène à pouvoir faire dans la réalité virtuelle, autant que la vue est ultra stimulée dans la réalité virtuelle. Alors, on peut travailler l'aspect d'observation de façon très forte, puis ça a un impact sur eux. Donc, ils prennent conscience de... Ça leur fait pas peur? Ah ben, je pense que oui, il y en a à qui ça... Mais tu sais, je pense à des gens que j'ai connus qui allaient étudier pour devenir enseignants, par exemple, au secondaire ou même au primaire. Puis, ils faisaient leur stage. Ou même moi, quand j'ai étudié en éducation spécialisée, les stages, c'est à la dernière année. Mais les gens se rendent compte de... Ben c'est plate, je suis pas faite pour ça. Je suis dans un milieu, j'ai étudié pendant 3 ans, puis finalement, je me rends compte que non, là, je suis pas moi, là, je suis pas capable. Ou il y a tellement... Tu sais, comme quand tu travailles avec des humains, tu es ton propre outil. Tu peux travailler avec des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées, des prisonniers.
tellement de milieux de travail, mais quand tu fais des stages, il faut que tu choisisses. Puis il y en a juste un qui t'a pris. Alors, tu as peu d'expérience, puis c'est même pas des fois quelque chose que tu aurais choisi. Finalement, malheureusement, souvent, c'est un constat tellement d'échecs, mais je me suis pas réalisée vraiment, c'est pas ce que je voulais. Alors qu'avec la réalité virtuelle, on dirait que ça ouvre des portes, n'est-ce pas? Ben oui, ça en ouvre, excusez Lisa-Marie, mais oui, ça en ouvre pas mal de portes. Puis nous, on a beaucoup de projets là, avec ça là, de développement. On est en révision de programme, là, c'est-à-dire qu'on est en train de refaire notre programme. Enfin, c'est pas juste nous au Cégep à Thetford, c'est au Québec au complet. Et là, là-dedans, on a au Québec au complet? Oui, tout le Québec. En fait, c'est le ministère de l'enseignement supérieur là, qui a lancé une réforme du programme en éducation spécialisée. Normalement, ça arrive tous les 7-8 ans. Donc, la réalité virtuelle va être un peu partout, là. Ça, c'est vraiment très, très local, par exemple. Probablement que d'autres vont avoir la même idée que nous, là, puis c'est bien correct, mais nous, je le souhaite. J'espère même que cette émission-là servira à inviter les gens à l'université aussi, hein, quand même. Hein, donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre, entre autres, aux étudiants, comme tu disais, en stage, on voit un milieu ou deux, avec la réalité virtuelle, on peut amener les étudiants à voir presque tous les milieux sans avoir à se déplacer. Donc, il y a une économie de temps, une économie d'énergie qui fait que... Et vous faites travailler des comédiens? Des comédiens, puis là aussi, même dans des intervenants. On va aller, par exemple, dans des milieux où on va pouvoir filmer la réalité et la faire vivre de façon immersive à nos étudiants à partir du cégep. Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'en Qui écrit les scripts? Qui écrit les scripts? Qui fait le scénario? Oui. Oui. On fait tous les deux. Ben oui, on le fait nous-mêmes. C'est ça, ce qui est génial, c'est qu'on a une grande liberté. On peut aller où on veut, absolument. Autrement dit, s'il y a des gens qui sont à l'écoute, ils disent, écoute, moi, s'ils l'ont fait, eux autres, est-ce que je peux? Est-ce qu'avez-vous des droits là-dessus? Est-ce que vous pouvez transmettre votre matériel? Parce que c'est formidable, là, on ne peut pas refaire la roue, réinventer la roue à chaque fois, mais si vous l'avez fait... À la fois, nous autres, à la roue, je pense qu'on est au début, on est au premier tour de la roue. Alors, on va probablement nous les refaire, nos scripts, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses intéressantes, mais il y avait des faiblesses aussi. Il y a des projets qu'on aurait voulu faire, puis qu'on n'a pas pu faire, parce que ça prenait trop de temps. Entre autres, tu sais, par rapport au... on a une partie du cours qui touche à les mesures de protection que doit prendre un intervenant quand il s'en va visiter à leur domicile des clients qui potentiellement pourraient être en crise. Et ça, les étudiants, ils le vivaient tellement pas qu'ils avaient du mal à accorder de la valeur à ces recommandations-là. Oui. Et là, on veut leur faire vivre vraiment dans le cadre de la réalité virtuelle. On a des scénarios à monter, puis celui qu'on a monté, peut-être au départ, on a péché un peu par la complexité de nos scénarios. OK. Mais ça reste, ça peut être impressionnant quand on n'y a pas encore touché, mais ça reste très accessible parce que justement, on peut faire quelque chose de très simple qui n'est que d'observer un environnement, mais dans un contexte de réalité virtuelle où est-ce que là, on peut aller voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Je rêve là avec vous. Est-ce que vous croyez que dans quelques années, monsieur puis madame tout le monde qui a des phobies, des serpents, des souris, des araignées, pourrait avoir des scripts qu'ils pourraient, je sais pas moi, acheter ou louer ou fouille-moi la bibliothèque, tu sais, que ce soit disponible et que ce soit sans danger pour que les gens se désensibilisent eux-mêmes d'une phobie qui les limite. Beaucoup de choses. Les gens qui ont peur d'avion, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Pourtant, leur métier pourrait leur permettre. Il y a plein de choses mais ils sont limités, donc. Alors... J'ai bien espoir, on le voit concrètement, qu'on peut aborder des sujets sensibles puis avoir confiance. Je pense que ça peut avoir un bon effet. C'est clair que la technologie, en tout cas, elle est là, puis elle le permet, et elle est de plus en plus accessible. C'est ça la différence, c'est qu'il y a quelques années, la technologie, c'était quelque chose d'extrêmement cher. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus accessible. Un cas de réalité virtuelle, là, c'est quelque chose d'accessible, et monter ces scénarios-là, c'est faisable. Éric Fabresse, Lisa-Marie Bilodeau, je vous remercie infiniment. Je trouve ça exceptionnel ce que vous nous avez donné comme information. Je pense que ça va
ça va faire des petits, ça va en tout cas, c'est très, 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 très emballant. Écoutez, alors je vous remercie. C'était notre 6e émission à l'écoute de soi. Je remercie Steve Wool à la technique, le groupe Nova pour l'indicatif musical et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'était Daniel Perrault. À la semaine prochaine.